1959. Le tout-puissant Maurice Duplessis, un des premiers ministres québécois les plus controversés, meurt d'une attaque cérébrale. Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Pour beaucoup, il est un dictateur qui a maintenu les Québécois dans l'obscurité, la grande noirceur. D'autres disent qu'on lui doit le Québec moderne. 50 ans après sa mort, son nom, Maurice Duplessis, et son parti, l'Union nationale, sont encore l'équivalent politique du bonhomme 7 heures. Mais comme pour tous les symboles, il y a à la fois du vrai et une part de légende dans l'histoire de cet homme, le seul que les Québécois ont élu 5 fois premier ministre. Imaginez-vous, Duplessis, ce dictateur. En 1959, lors d'un voyage à Shefferville, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, meurt d'une attaque cérébrale le jour de la fête du travail. C'est la fin d'une époque et d'un régime. Nous avions le sentiment qu'une ère de l'histoire du Québec se terminait à ce moment-là. Ça nous paraissait assez évident. Il y a un peu moins d'une semaine, cet homme déjà légendaire dirigeait encore les destinées du Québec comme il le faisait depuis tantôt 18 ans. Je l'ai méprisé, mais ça m'a fait de la peine. C'est quand même un gars qui a fait ce qu'il a pu. Moi, je n'ai pas connu d'homme politique qui a été plus vilipendé que Maurice Duplessis. Honnêtement, je dois vous dire qu'on a applaudi et on a ouvert une bouteille de champagne. Et on a eu l'impression, probablement avec raison, que c'était là le virage qu'on attendait depuis si longtemps au Québec. « 18 ans. Maurice Duplessis a établi le record de longévité au poste de premier ministre du Québec. Au lendemain de ses funérailles, l'Assemblée nationale adopte une loi pour lui ériger une statue qui va ensuite passer un purgatoire de 18 ans caché dans un entrepôt. Un exil intérieur posthume aussi long que son règne controversé. Il a fallu attendre près de 20 ans pour vaincre ce tabou qui était devenu le personnage et puis aussi l'époque sur laquelle il a régné. C'est ici, face à la Grande Allée, que sera érigée vendredi prochain la célèbre statue de Maurice Duplessis, sculptée à Paris par le Québécois Émile Brunet au coût de 33 720 $ à l'époque. La statue, elle est gigantesque. Une tonne de bronze étalée sur une dizaine de pieds. Et si on ajoute la hauteur du socle, on frisera facilement une hauteur totale de 17 pieds. Comment expliquer qu'on ait si longtemps refusé de le regarder en face? Car c'est bien de cela dont il s'agit. Plus que la statue de Maurice Duplessis, cette œuvre est le rappel d'un Québec que plusieurs voudraient oublier. Un peuple qui ne bénéficie pas d'une agriculture prospère est un peuple voué à une mort plus ou moins prochaine. La société québécoise est alors majoritairement rurale, francophone et catholique, aux valeurs conservatrices. Deux mesures, le crédit agricole et l'électrification rurale, transforment la vie des agriculteurs et assurent à Maurice Duplessis une loyauté à toute épreuve. Ironiquement, c'est Duplessis qui a mis fin à la grande noirceur dans les campagnes, dit cet ancien député unioniste. En 45-46, moi, quand j'ai bâti ma porcherie sur ma ferme là, avec mon père, hein, on n'avait pas l'électricité. Là, on était dans la grande noirceur. L'électricité est un facteur de progrès et de confort. La province de Québec a été particulièrement favorisée par la Providence dans ce domaine des ressources hydroélectriques. En fait, l'électrification rurale apparaît comme un compromis. Les compagnies d'électricité acceptent d'en payer le prix. De son côté, Duplessis abandonne sa promesse électorale de les nationaliser.
Un échange qui a finalement bien tourné, estiment même ceux qui espéraient la nationalisation, comme Louis O'Neill. Il y avait eu comme on dit, une sorte d'arrangement. Duplessis qui dit « Je vous nationalise pas, mais vous allez électrifier les campagnes. » T'électrifies les campagnes, donc les étables aussi, pas seulement les maisons, donc la modernisation de l'agriculture. Le colon, maintenant aidé par le gouvernement de Québec, sourit devant les prémices de ces moissons futures. L'impossible devient praticable. D'énormes roches comme celle-ci, naguère immuables, sont maintenant ébranlées, déterrées et repoussées aisément par le bélier mécanique que le gouvernement de l'Union nationale met à la disposition des colons. C'est l'époque où le Québec francophone a le taux de fécondité le plus élevé au monde. Les familles dépassent souvent 10 enfants. Trop de bouches à nourrir, pas assez d'emplois, c'est l'exil vers les manufactures des États-Unis, très visible lors des longs congés. Je me souviens, je viens de Saint-Raphaël, dans Bellechasse, moi. Et chez nous, là, à la journée de la fête de la Confédération américaine, le 4 juillet, qui arrivait quelques jours après notre Confédération, le dimanche à la messe, là, je me souviens de ça comme ça, il y avait un terrain public en face de l'église chez nous, là, il y avait plus de licences américaines que de canadiennes. Le clergé s'inquiète. Duplessis prendra les grands moyens pour mettre fin à cet exode de ceux qu'on appelle les Canadiens français, en attirant ici les entreprises. C'est par centaines de millions que les capitaux sont venus ici pour développer nos ressources et établir de nouvelles industries. Et je le répète, capital américain, capital anglais, capital français, bienvenue, pourvu qu'ils respectent nos lois et pourvu qu'ils rendent justice à notre population. Les lois du travail sont ajustées en conséquence pour faire du Québec un des meilleurs endroits où investir en Amérique du Nord, en paix. La grève de l'amiante en 1949 est un tournant et un symbole durable de l'autoritarisme de Duplessis. Dans Danville, là, et puis Asbestos, là, ils ont lynché 4 policiers, puis ils ont rentré dans l'église, puis ils faisaient cracher d'en face les policiers. Quand ils ont raconté ça à M. Duplessis, ça n'a pas duré longtemps. Hein, il a dit « wow », là. Comme l'a montré la pièce Charbonneau et le chef, Duplessis s'est alors présenté sous son plus mauvais jour. Dites à vos actionnaires de ne pas s'inquiéter. C'est pas la première grève que je prends en main. On proclame l'acte d'émeute à Asbestos. La grève est écrasée dans le sang. Mais Duplessis se défend d'être antisyndicaliste. Le gouvernement actuel de Québec considère que le droit de grève est un droit sacré qui doit être conservé, qui doit être protégé. Et que ce droit de grève, assimilé à une opération majeure, doit être exercé à bon escient. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Là, il ne pouvait pas accepter qu'une grève illégale, là, ça, là, il ne pouvait pas accepter ça. Pour lui, là, il y a des règles de jeu, il faut respecter ça. Autrement, là, ça ne marche pas. Si on fait ça, il n'y a plus rien qui tient, t'sais. J'ai été finalement chassé de l'Université Laval à cause de cette grève. Le sociologue Guy Rocher, alors simple étudiant, avait organisé une collecte de fonds pour venir en aide aux familles des grévistes de l'amiante. Le recteur de l'Université Laval m'a fait venir en me disant « Monsieur Duplessis est intervenu. Monsieur Duplessis m'enjoint de vous imposer de ne pas aller porter l'argent à Asbestos. » Et alors, j'ai demandé au recteur, si j'y vais, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'a dit, je vous expulse de l'université. Parce que M. Duplessis me fait peur. Et je me souviens très bien d'une parole du recteur à l'époque qui m'a dit, « Monsieur Rocher, vous le savez comme moi, Duplessis a sa Gestapo dans l'université. » Maurice Duplessis avait le bras long et la générosité aussi discrétionnaire qu'intéressée. Sous son règne, le gouvernement a financé la construction de plus de 4000 écoles, de nombreux instituts de recherche et plusieurs universités, comme le campus actuel de l'Université Laval, justement. Roch Bolduc, alors haut fonctionnaire à Québec, assistait à l'inauguration.
Monseigneur Vendré avait parlé, puis qui a dit qu'il n'y a pas une pierre ici, là-dedans, il a dit qu'il ne reflétait pas les sueurs, puis le dévouement de nos communautés religieuses, puis là, il en mettait, Monseigneur Vendré, il se fait aller, puis après ça, Duplessis se lève, il dit, il n'y a pas de pierre là-dedans qui n'a pas été payée par l'Union nationale. Et il n'y avait pas une seule décision qui se prenait au gouvernement sans qu'elle ne passe d'abord entre les mains de Maurice Duplessis. Cela se faisait dans son bureau le mardi de chaque semaine. Il réglait tous ses problèmes dans la journée avec les sous-ministres, puis là, c'était réglé. Les ministres, c'était pas au Québec dans ce temps-là. Ils venaient une journée, puis ça retournait. C'est les sous-ministres qui géraient l'affaire. Avec M. Duplessis, comme ça, le mercredi, c'était à la séance du conseil, puis là, M. Desilets avait déjà préparé tous les arrêtés à conseil, tout était prêt, ça passait comme du beurre dans la poêle. Duplessis exerçait aussi son contrôle absolu en public, au comité des billes privées. C'est là, comme un monarque devant ses sujets, qu'il distribuait arbitrairement ses faveurs, souvent à la tête du client. C'était la game du pouvoir aussi. Il ne partageait pas ça avec les autres. Hein. D'abord, les autres, c'était des pères de famille, tu sais, puis ça travaillait, puis ça pratiquait, puis il était ministre un peu une journée par semaine, mais le reste du temps, il fallait que quelqu'un s'occupe de la province. Alors, c'est lui qui s'occupait de ça. C'est le premier ministre qui a été plein temps chez nous. Ce gars-là, c'était le gars qui était en train de pourrir le système électoral, de pourrir l'administration, de pourrir la police, pourrir la justice. C'était tout ce qu'il y avait de plus ignoble pour moi. Alors, moi, comme député libéral, je voyais en lui l'ennemi qu'il fallait combattre. Yvon Dupuis a siégé comme député libéral à partir de 1952. Il a à la fois détesté et admiré Maurice Duplessis. Il est d'abord très intelligent, travailleur, il avait beaucoup de qualités. Il connaissait ses dossiers. Ah oui, il connaissait tout. Le gouvernement, c'était lui. D'ailleurs, il n'y avait pas de ministre de la Justice à cette époque-là. Il contrôlait tout. La police, les tribunaux, les juges, tout. Cette concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme explique les nombreux dérapages. Elle a contribué à sa réputation d'autocrate dont il pouvait lui-même s'amuser à l'occasion. Certains de nos adversaires doivent être surpris. Imaginez-vous, Duplessis, ce dictateur qui fait des élections un an avant le temps. C'est pas l'habitude des dictateurs de faire des élections, surtout un an avant le temps. Mais c'est l'habitude de l'Union nationale de suivre les bonnes traditions et c'est l'habitude de l'Union nationale d'aller devant le peuple et de consulter le peuple. J'ai jamais oublié cette scène où il était venu à Montréal faire un discours et Le Devoir m'avait envoyé couvrir son discours. Guy Lamarche était journaliste à l'époque, un métier mal payé, mais qui pouvait avoir ses avantages. Après le discours, arrive un monsieur bien mis, assez grand, qui regarde, qui fait le tour comme ça, qui regarde partout, qui dit « Bon, le gars du Devoir n'est pas là, là. » Puis il met la main dans sa veste, puis il sort une série d'enveloppes. Et moi, je le regarde avec le sourire en coin, je dis « C'est correct, le gars du Devoir s'en va. » Puis je suis parti de là. Il distribuait des enveloppes aux journalistes qui avaient couvert l'événement. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces enveloppes? Il y avait 50 $. Moi, j'ai connu la Grande Noirceur. Yves Michaud dirigeait un des rares journaux d'opposition à Duplessis au Québec. Il se souvient de leur première rencontre. Alors, M. Duplessis me dit « Qu'est-ce que tu fais, jeune homme? » Je dis « Monsieur le Premier ministre, moi, je suis directeur du Clairon. » Alors, il me répond « Tu dois pas être riche. » Et en effet... Parce que c'était pas payant d'être dans l'opposition. Non, c'était pas payant d'être dans l'opposition. L'opposition, à l'époque, était un sacerdoce. On a déjà pourchassé, on a déjà tiré des coups de revolver sur les pneus de la voiture. Ce n'est qu'à la fin des années 50 que les journaux deviennent plus critiques. Le Devoir fait la manchette avec le scandale du gaz naturel, une histoire de délit d'initié dont auraient profité plusieurs ministres. C'est alors que Guy Lamarche se rend à la conférence de presse hebdomadaire dans le bureau de Duplessis. Nos deux mains allaient se toucher quand il a entendu mon nom et Le Devoir au bout. Puis il a enlevé la main. Puis Le Devoir. Dehors, le gars du Devoir.
Donc, je n'ai pas eu l'occasion de lui serrer la main. Mais c'était une vraie rencontre parce que je ne suis pas sorti tout de suite, je suis resté à l'intérieur, puis il est obligé d'appeler la police pour me sortir de là. Duplessis pouvait aussi être autoritaire avec ses propres députés, comme l'a constaté Claude Gosselin lors de son premier caucus, quand il a osé contester une décision de son chef. Il dit tout demain matin à mon bureau en avant. Duplessis, un vieux garçon sans descendance, gérait le Québec en père de famille, à la fois sévère et compatissant. Le lendemain matin, quand j'arrivais à son bureau, il vient encore devant de moi, puis en arrivant, puis tout joyeux, il dit « T'as des gosses, toi, mon jeune? » J'ai dit « Oui, je n'ai assez, M. le Premier ministre. Moi, je me suis marié à 20 ans, je m'en sers de mes gosses, je ne fais pas comme vous. » Il part, il n'y a rien, là. Il dit « Assis-toi, c'est ton arrière qu'on se parle. » Maurice Duplessis trouvait moins drôle la contestation des intellectuels, surtout celle provenant de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Il est même intervenu auprès du pape pour se débarrasser du fondateur de la faculté, le défunt père Georges-Henri Lévesque. C'est deux ministres du gouvernement Duplessis qui sont allés à Rome pour l'ouverture de l'année sainte et qui ont déposé un mémoire dans lequel j'étais accusé de vouloir, à travers la faculté et mes anciens élèves, former un parti politique pour renverser le seul gouvernement catholique de l'Amérique du Nord. Pour Maurice Duplessis, au Québec, l'Église et le gouvernement étaient dans le même bateau. Pas question de faire des vagues. La politique sociale du gouvernement, c'était l'Église catholique. C'est pas compliqué. C'est l'Église qui administrait les politiques sociales par les hôpitaux et les écoles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça coûtait presque rien. Ça coûtait rien. Ce que le gouvernement économisait en salaire pour les infirmières ou les enseignants religieux, il pouvait l'investir dans la construction d'hôpitaux ou d'écoles et commencer à en redistribuer aux plus démunis. C'est nous qui avons établi les pensions aux aveugles, les pensions aux mères nécessiteuses, les pensions aux invalides. C'est l'Union nationale qui a fait ça. C'est tout ce système de complicité entre les autorités religieuses et les autorités politiques. Le profit que les deux tiraient l'un de l'autre, qui, à mon avis, caractérise la Grande Noirceur. Puis les budgets sont passés de 600 millions quand il est décédé à 45 milliards aujourd'hui. Mais je voudrais juste rappeler qu'il y avait des hôpitaux avant, puis il y avait des institutions d'éducation avant aussi. Ça, pas là. Tout n'est pas arrivé en 60. Après la pause, les armes de Maurice Duplessis, le patronage et le nationalisme. Le drapeau de la province de Québec restera l'expression permanente de son âme nationale. Un drapeau à croix blanche sur champ azur et avec lys. Et au moment où je vous parle, il flotte déjà sur la tour de notre Parlement. C'est Maurice Duplessis qui a donné au Québec son drapeau. Une croix pour la foi chrétienne, la fleur de lys pour les origines françaises et le bleu conservateur. Un coup politique magistral qui illustrera plus tard la série télévisée Duplessis. Un drapeau, c'est l'illustration du désir de vivre et de survivre. Il faut réaffirmer ce témoignage par la cérémonie périodique du salut au drapeau, qui est une marque d'attachement et de soumission aux valeurs historiques et nationales que le drapeau représente. Le drapeau deviendra vite un outil dont Maurice Duplessis se servira comme d'une arme symbolique contre le pouvoir fédéral. Dans le Québec, nous désirons rester maîtres chez nous, sans injustice pour personne, mais que nous ne sommes pas prêts à remplacer le drapeau qui rappelle nos ancêtres, leur gloire et leur fadame. Qui nous rappelle nos espérances, nous ne sommes pas prêts à le remplacer par le drapeau de l'abdication temporaire, tardive ou à longue haleine. C'est certain que le régime Duplessis, à la différence des régimes libéraux qui ont précédé, ce régime Duplessis est celui qui a le plus fait d'efforts pour aller chercher à Ottawa ce qu'on pouvait rapatrier et pour le garder. C'est intéressant d'entendre Duplessis dire « maître chez nous ». Maître chez nous,
Le cri de ralliement de la Révolution tranquille. Duplessis l'avait utilisé le premier dans sa lutte contre les intrusions du gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces, comme l'éducation. Que c'est notre devoir le plus impérieux, de ne pas céder une parcelle de nos droits et compter sur moi là-dessus. Puis là, il a dit, je me rappelle à un moment donné, parce qu'Ottawa voulait être donné de l'argent, mais à telle condition. Nous ne nous laisserons pas crucifier, même sur une croix d'or. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Les prêtres au séminaire, c'était dans les airs, quasiment. C'était incroyable. Alors moi, je reconnais à M. Duplessis une chose, c'est qu'il ressemblait profondément au peuple québécois de l'époque. Et il était des nôtres. Et sa résistance devant les envahissements du gouvernement fédéral, il a probablement bien servi le Québec en étant violemment opposé à tout empiètement du gouvernement fédéral sur les pouvoirs constitutionnels de la province, comme il disait. La recette fonctionnait tellement bien que Maurice Duplessis poussait parfois la dose un peu loin, se drapant d'indignation dans le fleur-de-lysée, des trémolos dans la voix. Je vous le dis en toute franchise, que mes adversaires me décrient, qui me dénigrent, qui m'insultent, ça ne fait rien, mais pas la province et pas la race. Au point de vue d'autonomie, il avait parfaitement raison. Ottawa a toujours essayé d'empiéter sur les droits de la province, violer la Constitution canadienne. Vous rendez-vous compte? Ils passent une loi pour nous empêcher d'aller emprunter ailleurs, puis quand on va chez eux, ils refusent de nous prêter une scène. Ben ça, mes amis, c'est la pire atteinte à l'autonomie de la province depuis la Confédération, puis on se laissera pas faire! La plus grande bataille de Duplessis, récupérer notre butin, comme il l'appelait, l'impôt provincial que les libéraux avaient cédé à Ottawa lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était en grande partie du théâtre pour embarrasser le premier ministre canadien Louis Saint-Laurent, un libéral. Saint-Laurent, c'était poli, puis c'était distingué, puis c'était calme, puis c'était... Mais puis alors, lui, il frappait dessus comme... Ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Puis, à un moment donné, là, ils se sont entendus à Montréal, puis finalement, l'autre a concédé, tu sais, pour le 5 de la taxe. Mais dans le fond, là, Duplessis, là, depuis 1945, il aurait pu l'imposer la taxe. Il n'y a personne qui l'empêchait d'avoir l'impôt sur le revenu au Québec. Dans la Constitution, on l'avait, ce pouvoir-là. Il n'y avait rien là. Il n'y avait qu'à dire « je le fais ». Une fois l'entente sur l'impôt conclue avec Saint-Laurent, Duplessis met sa machine électorale au service des conservateurs fédéraux. L'Union nationale avait vraiment mis l'épaule à la roue pour faire élire John Diefenbaker. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai fait élire Max Stern ici dans le coin. Le conservateur Hewitt Grafté, comme 50 autres candidats au Québec, a reçu un coup de pouce de Duplessis. Dans votre campagne, il y avait de l'argent qui était venu de l'Union nationale pour vous faire élire. Oui. Il m'a donné un chèque, mais de Jean-Jacques Bertrand. Oui, certain. Que plusieurs d'entre eux fera d'excellents ministres dans le cabinet. Résultat, avec 50 députés élus au Québec, Diefenbaker obtient un gouvernement majoritaire. Duplessis va bientôt monnayer son soutien. Un samedi soir, lors d'un match des Canadiens au Forum de Montréal, Hewitt Grafté est convoqué à la loge du premier ministre, qui veut faire nommer juge un de ses organisateurs. Duplessis a viré vers moi et m'a dit « Écoute, là, Grafté, moi, je suis le premier ministre de la province et Diefenbaker est au fédéral comme premier ministre. C'est pas mon affaire, mais je veux voir Archambault nommé juge. » Oui, le lendemain, le lundi après la fin de semaine, je suis arrivé à Ottawa et j'ai fait le nécessaire. À partir que Diefenbaker a été élu, tous les juges qui sont montés sur le banc, qui étaient nommés par Ottawa, ou même la Cour d'appel, qui était nommée par Ottawa, étaient des gros organisateurs de l'Union nationale. Archambault a été nommé juge. Apparemment, il a été un bon juge, grâce à Dieu. On appelle ça du patronage? Oui, le patronage. Le patronage. Sous Maurice Duplessis, cela touchait tous les domaines. Par exemple, il n'y avait pas de prêts et bourses pour les étudiants québécois à l'époque,
sauf pour des enfants d'organisateurs de l'Union nationale. C'était facile. Ils avaient au Parlement un poste fictif avec un salaire qui était attaché. Et une fois par mois, ils allaient chercher leur paye. Et c'était vraiment un système de bourse du type du patronage, du type colonial. Dans la première rencontre que j'ai eue avec lui, M. Duplessis m'avait dit, écoute, là, tiens-toi loin des contracteurs. Et un contracteur, ça ne fait pas élire un député, ça. Il dit, d'abord, souvent, il dit, ses employés sont mécontents de lui, puis il dit, peu importe qu'est-ce que c'est qui sera à faire, là, il dit, touche pas à ça. Il y a quelqu'un pour s'occuper de ça. Mettez donc ça ici, sur mon bureau. Il y avait effectivement quelqu'un pour s'occuper de récolter l'argent des entrepreneurs qui devait verser 10 % de la valeur des contrats à la caisse de l'Union nationale. C'était Gérald Martineau, le trésorier du parti. C'est de l'argent de 280 000 $. C'est un gros contrat qu'on vous avait donné, M. Dufresne. Oui, c'est entendu, c'est entendu. Une machine électorale a besoin d'argent. La méthode était très simple. Vous avez un contrat du gouvernement, vous nous donnez 10 %, généralement en comptant, au trésorier du parti. Je vous ferai remarquer que le scandale des commandites, c'est pas loin de ça. Vous avez un contrat, vous nous remettez de l'argent et nous distribuons l'argent à ceux qui font nos élections dans les comtés. Bien, le scandale des commandites était, dans le temps de Duplessis, une chose générale, connue, institutionnalisée. Moi, j'avais réglé ça vite parce que dans mon comté, là, j'avais un budget d'environ 1 500 000 $. Puis j'avais 3 contracteurs, hein? Alors moi, je dis à mon chef ingénieur, là, tu divises ça 500 000 à chacun, là, et puis il faut qu'ils sortent de l'ouvrage. Puis voici où c'est que j'aimerais à ce que ce soit fait, puis vous autres surveillez les affaires, hein? Le résultat de la direction politique des chantiers était parfois chaotique. C'était assez drôle dans la campagne. Vous aviez une belle goutte goudronnée. À un moment donné, hop, tombiez sur la terre. Un autre bout goudronné. Alors, ce qui était sur la terre, c'était devant les résidences des libéraux. Et puis, évidemment, ce qui était goudronné, c'était des gens de l'Union nationale. Depuis que l'Union nationale est au pouvoir, les travaux de voirie se sont multipliés tellement que vous avez tous eu l'occasion de voir, en roulant sur nos belles routes, la lueur des fourneaux où fond le bitume et le va-et-vient des camions transportant l'asphalte et le gravier. La route du progrès, mes bien chers amis, c'est l'Union nationale qui l'a ouverte. Tout le monde a dit que c'était un patronage éhonté, mais ça n'avait pas de bon sens. Mais écoutez donc un peu, là. Roch-Bolduc a été haut fonctionnaire du Québec pendant des décennies, donc sous plusieurs premiers ministres de différents partis. Selon lui, le favoritisme du gouvernement Duplessis n'était en fait qu'une méthode de développement régional. Un exemple, l'achat des voitures de la police provinciale. Moi, je me souviens très bien, par exemple, pour les automobiles. Tu sais, la Sûreté provinciale achetait une coupe de 1000 automobiles, tu sais. Pas chaque année, mais ils en achetaient 200-300 par année, mettons 500. Bon. Ça, là, au lieu de les prendre directement de Ford, commencer, puis les payer 1900 $, ils les prenaient dans chacun des comtés pour le distributeur, parce que à ce temps-là, les 3 compagnies américaines avaient des distributeurs dans quasiment tous les villages. Alors, ils les prenaient dans chacun des comtés, comprends-tu, Joe Bégin, dans Beauce, Saint-Tel, puis Tintel, les distributeurs. Puis là, ils les payaient 2100 $ au lieu de les payer 1900. Tu sais, c'était du patronage de 200 $ par voiture, tu sais. Souvent, on a été obligé d'agir comme on agissait, là, sans soumission, tout simplement pour en créer des petits Québécois français pour être contracteurs. Il n'y avait pas un contracteur. Les Désourdis, là, puis Couillard, en fin de compte, ils n'étaient pas capables d'arriver, puis il n'y avait même pas l'argent non plus pour compétitionner avec des grosses compagnies comme Kennedy Construction et autres, tu sais. Alors, il dit, il va falloir en faire. Alors, il en a fait, hein? Ce pont, qui enjambe une rivière assez large, est l'une des merveilles de la route de Chicoutimi, construite par le gouvernement de l'Union nationale. Sous l'administration de Duplessis, on a construit au Québec pas moins de 40 000 kilomètres de routes. Beaucoup de contrats pour beaucoup d'entrepreneurs, d'ingénieurs et d'ouvriers. Souvent très reconnaissants le jour des élections.
La machine électorale carburait aussi au fier à bras. C'était une machine extraordinaire. Il faisait n'importe quoi. Il assommait les gens, il rentrait dans les maisons, il défonçait. Il n'y avait pas besoin de voler les élections à la campagne. Mais dans les villes, c'était épouvantable. Moi, dans mon comté, ils sont venus à la fin de la journée de scrutin. Ils ont pris des boîtes de scrutin, ils les ont vidées dans les canaux d'égout en ville. Puis là, ils ont mis d'autres bulletins, puis ils ont rentré. Il n'y avait rien à leur épreuve, rien. En ville, presque tous les lieux de votation étaient des boîtes de scrutin spéciales, parce que c'était dans les maisons. Et c'était dans les maisons de personnes qui avaient obtenu ce contrat-là du gouvernement à l'occasion des élections. Et ça faisait partie des conditions d'obtention d'une boîte de scrutin chez soi que de laisser faire les travailleurs d'élection de l'Union nationale qui ne se gênaient pas pour rentrer à un moment donné puis rajouter quelques bulletins dans la boîte. C'était monnaie courante. Autre pratique courante pour s'attirer des votes, les cadeaux bien placés. T'es-tu déjà servi dans la caisse? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi? T'es bien méchant. La caisse, c'est pour faire les élections et pour les cadeaux spéciaux. J'ai des reçus pour chaque scène de rentrée puis de sortie. Je sais, dans le comté de Brome, par exemple, juste 2 semaines avant les élections provinciales, ils ont pavé les terrains de stationnement à côté des églises. La place de l'église est pavée pour la commodité de tous ceux qui, la semaine finie, viennent offrir au Créateur leurs travaux, leurs peines et leurs prières. La puissance de Duplessis, c'était le clergé. N'oubliez pas ça, là, les bénédictions d'école avec les rubans, là, le clergé. Alors, Duplessis, c'était le clergé c'était Duplessis. L'amalgame qui mettait sur le Québec une noirceur consommée. La tactique électorale est trop évidente, les techniques trop violentes. À la suite des élections de 1956, 2 religieux dénoncent publiquement ces dérives antidémocratiques, Gérard Dion et Louis O'Neill. On dénonçait, on disait, il y a un signe de déchristianisation au Québec, c'est entre autres cette façon qu'on a de manipuler la démocratie et de développer des mœurs électorales qui sont inacceptables. C'est un étrange retournement de l'histoire, car Duplessis avait lancé sa carrière politique dans les années 30 en combattant la corruption du régime Taschereau. C'est pour ça que Duplessis est venu. Parce que Taschereau, évidemment, passait des télégraphes, il volait les élections, la police provinciale était corrompue. Alors Duplessis avait promis de changer tout ça. C'était le grand nettoyeur. Il était Monsieur Net. Mais non seulement il n'a pas nettoyé, il a fait pire que Taschereau, dans tous les domaines. Sans doute Duplessis pouvait être redoutable dans la joute politique, mais il savait être tout aussi magnanime par la suite. Il était implacable pour ses adversaires. Implacable jusqu'à les faire perdre aux élections, évidemment. Ça, là, quand il décidait qu'un tel ne passera pas, il ne passait pas. Mais si, par hasard, il y en a un là-dedans qui mourait, là, tu sais, libéral ou conservateur, ou nationaliste, ça n'a pas d'importance. Le lendemain matin, là, sa madame, là, qui était mal pris, des fois avec plusieurs enfants, c'était certain qu'elle avait un job. Elle avait un emploi quelque part au bureau d'enregistrement ou quelque place de même. En tous les cas, là, elle ne restait pas dans la rue. Alors, c'était sa façon à lui, tu sais. C'est la 5e fois que l'électorat de la province de Québec me confie l'administration de la province. Je ne dis pas ça dans un but de vantardise, mais c'est simplement pour établir les faits. Il n'y a pas un premier ministre dans la province de Québec qui a été élu 5 fois avant celui qui vous parle. On avait l'impression qu'il était si solidement installé démographiquement et politiquement et culturellement qu'on se demandait bien comment ça va finir. La mort de M. Duplessis a été tout à coup un événement qui allait annoncer autre chose. Il fallait que ça finisse
par le décès de M. Duplessis. On avait le sentiment qu'on ne pouvait pas s'en sortir autrement. M. Maurice Duplessis a été frappé d'hémorragie cérébrale et de paralysie. Son état est très grave. Il est présentement dans le coma. Le décès de Maurice Duplessis allait effectivement ouvrir la voie à ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, marquée par de multiples réformes sociales et politiques. Mais attention, disent plusieurs, beaucoup de ces réformes étaient déjà en marche. C'est la croissance économique de cette période qui a permis aux gens d'aller à l'école. Dans les années 50, dans les collèges classiques, qui débordaient d'ailleurs. Il y en avait 50, je pense, en Province-Québec, les collèges classiques, puis ça débordait. On dit que Duplessis est un obscurantiste, mais c'est Duplessis, avouons-le, qui a développé un réseau, le premier réseau scolaire un peu moderne partout. La preuve, c'est qu'il y a un paquet de monde qui était dans les collèges classiques. C'est ce monde-là qui a fait la Révolution tranquille. Alors, il y avait une certaine instruction, autrement, il ne l'aurait pas faite. Hein? Je veux dire, bon, alors ils sont à l'école quelque part, ce monde-là. C'était pas la modernité, mais c'était pas non plus la grande noirceur. Pour vous, la grande noirceur, c'est une invention? Oui, c'est une injustice. Comment de la grande noirceur aurait pu jaillir autant de lumière? Il y a une certaine distinction parfois que je fais entre M. Duplessis et le duplessisme. Mais c'est le régime duplessiste qui, je pense, nous fait mal encore et reste comme une sorte de tache dans notre histoire nationale. Duplessis est inséparable de l'époque. Il est inséparable d'un climat de peur. Il n'a pas fabriqué les peureux. Il a appris à traiter avec. C'est pas pareil. Et puis, tous reconnaissent que Maurice Duplessis n'a jamais détourné des fonds pour lui-même. À sa mort, il y avait 16 millions de dollars dans la caisse, l'équivalent de 67 millions en dollars d'aujourd'hui. C'est 15 fois le plafond actuel des dépenses pour une campagne électorale. Mais Duplessis, lui, n'avait rien et il a fallu passer le chapeau pour payer son enterrement. Tous les députés, on a tous fourni 500$ pour payer sa sépulture. Non, monsieur, s'il y avait de l'argent dans la caisse, là, on n'en aurait pas demandé. Il n'y avait pas une corruption de ce genre-là. M. Duplessis n'était pas du genre à s'enrichir lui-même, ni à enrichir ses ministres, à mon avis. La corruption, elle était ailleurs. Elle était dans toutes les formes de patronage qui étaient instituées en régime à cette époque-là. C'est plutôt sous cette forme-là que la corruption existait. Aussitôt arrivé au pouvoir en 1960, les artisans de la Révolution tranquille réserveront une surprise à Maurice Duplessis. Après la pause, ceux qui n'ont jamais réussi à le battre aux urnes prendront bientôt leur revanche sur sa statue. Septembre 59, Paul Sauvé succède à Maurice Duplessis, mais il meurt à son tour à peine 3 mois plus tard. La voie est ouverte aux libéraux de Jean Lesage, qui prennent le pouvoir en juin 1960. Lesage n'aurait pas battu Duplessis. Lesage n'aurait pas battu Sauvé non plus. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. En 1962, Lesage reprend le maître chez nous de Maurice Duplessis dans une campagne portant sur la nationalisation des compagnies hydroélectriques. Ce qu'on ignore à l'époque, c'est qu'au même moment, il donne l'ordre de faire disparaître la statue de Duplessis, tout juste livrée par le sculpteur Émile Brunet. Reçoit pour nous ce soir un collaborateur de Maurice Duplessis, Charles-Édouard Quentin. Mesdames, Messieurs, Lise. On ne l'apprendra qu'une dizaine d'années plus tard au talk show animé par Lise Payette. Bonsoir, Madame Payette. Attention après, hein? C'est moi qui l'ai caché, madame. Pour vrai? Pour vrai. Dans cette émission dont il ne subsiste plus que l'enregistrement sonore, un ancien haut fonctionnaire, Charles-Édouard Quentin, révèle que Jean Lesage lui a demandé personnellement de s'occuper de la statue. L'ordre était clair.
prend des dispositions pour la faire disparaître. Je ne veux pas savoir où tu vas la mettre. Et il a pu répondre en chambre aux députés qui s'en sont enquis pendant les années suivantes. Vraiment, je ne sais pas où elle est. Reléguée aux oubliettes, la statue va y demeurer même lorsque l'Union nationale reprend le pouvoir en 1966. Alors, on nous apprend maintenant que la communication est rétablie avec Saint-Pie-Bagotte, le quartier général de l'Union nationale. Bonsoir, M. Johnson. Bonsoir. Nos félicitations pour votre élection dans votre comté, tout d'abord. Bonsoir, Mme Johnson aussi. Mme Johnson aussi. Merci. Mme Johnson n'a pas de, petit appareil, là. Oui. Alors, votre réaction, M. Johnson? Voici, si M. Lesage n'est pas certain d'avoir perdu l'élection, nous sommes certains de l'avoir gagné. C'est parce qu'on n'avait pas tellement de majorité. N'oubliez pas, là, quand on a été au pouvoir, nous autres, là, il y avait rien que juste 6 voix différentes. Hein? Et puis, autre le président, on restait plus rien que 5. Il polarisait tellement le Québec. Tous les intellectuels étaient contre lui et tout ça. Alors, probablement que les gouvernements de l'Union nationale ont eu peur qu'en ressortant la statue de Duplessis, qu'on réveillerait, en tout cas, des vieilles histoires qui pourraient faire tort à une prochaine campagne électorale. Qu'est-ce que ça aurait donné de mettre la statue de Maurice Duplessis là, puis qu'un matin qu'on se lève et qu'il a été décapité? Nous autres, on n'a jamais fait de pression. On a dit un jour, quand elle va sortir, elle va ressortir dans l'honneur. Pour sortir la statue, il fallait d'abord la retrouver. Et c'est ce qui s'est produit en 1973 à l'émission de Lise Payette dont on parlait plus tôt. Où est-elle, M. Quentin? Elle doit être encore au même endroit sur la rue Dorchester, numéro 54 Dorchester Sud, à Québec, qui est l'entrepôt de la Sûreté provinciale, et dans la cave, enfouie sous des machines à boules. La statue est toujours là, dans sa boîte. Oui. En fait, on l'avait sortie de sa boîte et rangée au milieu d'appareils électroménagers saisis par la police. Et tout de suite après, on a lancé l'idée dans cette émission de dire, écoutez, la statue, on l'a payée. C'est-à-dire, puisque c'est sûrement la population, c'est toujours la population qui paye. Alors, on l'a payée, bien, sortons-la. Exposons-la maintenant, puisqu'elle existe. Vous qui aviez célébré sa mort. Oui. 3 ans plus tard, le Parti québécois prend le pouvoir et Lise Payette est du nombre des élus. Le sort de la statue de Duplessis est abordé au Conseil des ministres. La question était posée autour de la table. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant qu'on l'a? Et moi, ma réaction, c'était de dire, bien, on la met, on l'expose devant tout le monde. La statue existait. Il n'y avait pas de dépenses, elle avait été faite. Il y en avait quelques-uns qui ne voulaient pas du tout. Oui, c'est normal. C'est normal. J'ai l'impression que la traversée du désert était terminée. Et puis, il y avait aussi la convenance. Hein? Si des gens ont élu quelqu'un aussi souvent, on a beau dire, ben on dit, même si tu dis qu'ils se sont trompés, il reste qu'ils l'ont élu. Ça m'apparaissait complètement saugrenu qu'on envisage de la recacher, encore une fois. Comment justifier que Maurice Duplessis, qui a été élu par la population pendant 20 ans, n'aurait pas la sienne? C'est une discrimination. 5 fois premier ministre, c'est un record. Ben oui, c'est une exception qui aurait été inacceptable. Le vœu de l'Union nationale sera exaucé. C'est ainsi que la fameuse statue de l'ancien Premier ministre Maurice Duplessis sera exposée au grand jour. Ainsi en a décidé le Premier ministre, M. René Lévesque. Je ne peux pas dire que ça me réjouissait follement, mais je reconnaissais qu'on ne peut pas quand même cacher cette statue indéfiniment. On ne peut pas couvrir d'un voile une partie de notre histoire, une partie de notre être social québécois. L'évêque il a joué un peu de game aussi. Il voulait montrer qu'il y avait une continuité par rapport à Ottawa, puis par rapport à la défense du Québec, puis du Duplessis. Alors, il a fait chercher à Jean-Charles Bonenfant une phrase qu'il a mise sur la statue, d'ailleurs, trouvée par Bonenfant, mais qui cadrait très bien avec les perspectives là, nationalistes de la province du Québec depuis toujours. Le Duplessis, c'était là, mais en bas, la station, c'est surtout qui comptait.
Cette citation de Duplessis inscrite au pied de la statue affirme « Nous ne voulons pas que la législature du Québec soit à la remorque d'Ottawa. Elle doit être menée par les citoyens du Québec. » À tout événement, le gouvernement du Québec a préféré installer la statue ici, sur le côté du Parlement, tout près de la Grande Allée, en terrain qui lui appartient, plutôt qu'en face, où la majeure partie du terrain de la colline est un territoire fédéral. Nul, aujourd'hui, ne saurait ressusciter politiquement Maurice Duplessis. Nul non plus ne saurait l'exploiter rentablement. Cette cérémonie est donc d'un autre ordre. Elle prend acte d'un passé qui fut contestable, mais qui est évident, que d'autres gouvernants, probablement parce qu'ils se sentaient encore trop vulnérables, n'osaient pas regarder en face, même en statuaire. Or, c'est un très mauvais exercice pour une société que celui de prétendre effacer des morceaux de l'histoire. Il n'a pas fait ma raison. Vous êtes un de ceux qui a contribué à donner à Duplessis l'image d'un tyran. tyran. Mais ça n'empêche pas que je reconnais le droit du gars de la Grande Noirceur d'avoir été premier ministre et d'avoir droit à sa statue. Je trouve ça mesquin, je trouve ça absolument inacceptable de cacher la statue de Duplessis. C'est pas sans une certaine émotion que je viens d'entendre mon ami René, là. C'était l'homme pour sortir là et faire accepter par tous les Québécois le fait qu'on sorte la statue et qu'on la place à un endroit privilégié du Parlement québécois, parce que Duplessis a incarné quand même la résistance. À bon la conscription, à bon la paix, à bon Ottawa et à bon l'assimilation. J'ai été trop loin, il me semble que j'ai été trop. Un an après le dévoilement de la statue, la série Duplessis sort sur les petits écrans et devient un succès instantané. Et l'alliance Gouin-Duplessis sera le moteur de notre libération, n'est-ce pas, Monsieur Duplessis? Certainement, Monsieur Gouin, certainement. Le personnage incarné par Jean Lapointe y est présenté sans complaisance. Mais l'œuvre contribue à le réhabiliter aux yeux de l'histoire, comme il l'avait prédit aux auteurs de la série dès le début. J'ai besoin de votre aide aujourd'hui plus que jamais. Moi, j'aurais dit à la lecture des scénarios, je dis, écoutez, là, M. Duplessis va sortir sympathique de cette série-là, puis grandit. Et puis c'est ce qui est arrivé. Ouais. Je me sentais plus aimé. J'aurais dit que j'étais comme un bonhomme un peu vieux, un peu chouadac, tout le monde a hâte d'avoir bourri. Finalement, 50 ans après son décès, l'histoire porte toujours un regard sévère sur le régime duplessiste. Mais sur l'homme d'État, même ses adversaires les plus farouches reconnaissent sa contribution. N'eût été de Duplessis, peut-être que le Québec serait une province comme les autres. Elle l'est déjà un peu, mais elle serait beaucoup plus. Ça serait une petite Saskatchewan ou Manitoba. On évoquera certes longtemps la grande figure politique que fut l'honorable Maurice Duplessis. S'il n'y avait pas eu Maurice Duplessis et son attitude face à Louis Saint-Laurent, tous nos impôts seraient payés à Ottawa. Vous vous rendez compte? C'est une période du Québec qu'on ne doit pas renier. On l'a vécu, on l'a voulu, la population l'a voulu à l'époque. C'est la population québécoise qui l'a élu pendant 18 ans, ce gouvernement de l'Union nationale. Eh bien, je pense qu'il faut vivre avec ce souvenir. Quelqu'un qui était de son côté, il pouvait le protéger, il pouvait faire tout, il était très généreux. Mais quelqu'un qui était contre lui, il pouvait le mettre dans la rue. Il en a mis des gens dans la rue aussi. Il en a mis des gens en prison. Il ne faut pas regarder ça avec les yeux d'aujourd'hui, les attitudes, les valeurs d'aujourd'hui, puis les conduites d'aujourd'hui par rapport à ce temps-là. Mais moi, je dis que dans ce temps-là, tout n'était pas mauvais. Au lieu de dire la grande noirceur, je dirais avec des ombres et des lumières. Est-ce qu'il y avait plus de lumière que d'ombre? C'est pas sûr, mais ça peut se discuter.
Le débat sur l'héritage de Maurice Duplessis n'est sans doute pas prêt de s'arrêter tellement le personnage est complexe et indissociable de son époque. Une chose est sûre, peu importe ce que l'on pense de lui, il occupe dans l'histoire du Québec, et pour le meilleur et pour le pire, une place aussi démesurée que son immense statut. Sa grandeur, je pense, c'est d'avoir compris à cette époque-là que le Québec voulait être maître chez lui. Ça, je crois qu'il l'a profondément compris. Duplessis n'a pas été élu contre le monde, il a été élu par le monde. Il faudrait qu'on se rappelle ça. Duplessis, pour moi, ça a été un des meilleurs premiers ministres qu'on a eu pour la province. M. Duplessis, il faut se rappeler qu'il n'est pas mort riche. C'est chum, oui. Avoir des instruments pour avoir de la mémoire. Et que le fait que la statue soit exposée, ça nous permet de savoir qui il est, qu'il a existé, et de raconter à nos enfants ce qu'il a fait de ce pays.